Hello, c'est H. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera différente de d'habitude. Je t'emmène avec moi à Paris. Là, on est sur la ligne 14 à Gare de Lyon pour aller visiter un musée que je devais visiter depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'y suis jamais allée. Pourtant, je suis en région parisienne et c'est facile pour moi d'accès. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé à mon amie Virginie de m'accompagner pour visiter ce superbe musée et je vais tenter de prendre des vidéos pour te montrer tout ça, pour que tu puisses voir aussi cette merveille. Je te dis à tout de suite. On est à Issy-Moulineaux, banlieue limitrophe de Paris. On a quitté Paris Intramuros. Là où se trouve le musée de la carte à jouer, où je t'emmène. Et là, on est face à ce chouette bâtiment, ce beau bâtiment qui est le reste des châteaux des princes de Conti, qui a été brûlé lors de la Commune. Le château des princes de Conti. Pardon. Ah ouais. 1680. Et ce bâtiment abrite l'entrée du musée de la carte à jouer et le musée de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et là, on rentre dans le bâtiment moderne qui le jouxte. Il y a une exposition temporaire actuellement qui s'appelle Magique, que je vais t'emmener visiter également parce que elle vaut le coup d'œil. Et on rentre dans ce fameux musée. Quand tu rentres dans le bâtiment, on tombe nez à nez avec un automate qui fait partie de la collection Magie. Ces fameux automates qui te tirent les cartes moyennant quelques pièces. Très jolies pièces. Dommage que tout reflète à l'intérieur, on voit rien. On a une mention spéciale à Marco Benedetti qui a reproduit le tarot personnel de Eliphas Lévy qui est dans ce musée et la reine de carreau. Donc on monte les escaliers pour rejoindre la première expo sur la magie magique et tout se passe derrière ce rideau. L'ambiance est spéciale, elle est magique. On est emporté dans cet univers de prestigitateurs du début du XXe siècle. Et donc, on a toute la collection encore vivante qui est chez des collectionneurs et des images comme ça. C'est très marrant à regarder. Vraiment, ça m'a transporté dans les années folles. J'avais vraiment l'impression d'y être. Dans cet univers feutré et mystérieux un petit peu. Cette époque des spirites et des occultistes et de l'égyptomania. J'aime beaucoup. Là, on a le spectacle de la Dame Invisible. C'est spécial. Mais en fait, on a dans ce musée plusieurs appareils, entre guillemets, qui montrent comment les tours de passe-passe sont faits avec des miroirs qui reflètent rien derrière. Enfin, vraiment, c'est vraiment joli. Donc, on va faire un tour de cette partie du musée qui est intéressante. Voilà, là, on a le grand prestidigitateur Thurston, Howard Thurston, 1869-1936. Connu pour avoir gagné et perdu plus d'1 million de dollars. Il restait le plus grand illusionniste des États-Unis pendant près de 30 ans. Là, on a des momies où les personnes étaient enfermées, enchaînées et ressortaient indemnes. Donc là, c'est le sarcophage. Pardon. Là, pareil, tout ressemble à plus ou moins des vestiges égyptiens. Ça, regarde. Ça me fait penser au musée du Vatican. Pareil, on a une boîte là, à l'intérieur. Il y aurait une tête coupée avec ornée de fleurs. Bien sûr, la nana, elle est cachée derrière la boîte. Hein. La femme fleur. Voilà, ça ressemble à ça.
les magiciens français. Donc, bien sûr, on mentionne Robert Houdin. Et voilà, Robert Houdin. Voilà quelques objets qui étaient utilisés pendant les tours de passe-passe. Les objets de la magie. Ça, c'est le fameux chaudron. C'est une reproduction où c'est enfermé Houdini avec des menottes. Et c'était rempli d'eau. Et il sortait de là. Voilà, il se libérait seul. Pareil, là, c'est le vase aux fleurs d'Ionia. Voilà, c'était vraiment chouette. Et là, on quitte cette partie du musée pour aller au musée de la ville d'Issy-les-Moulineaux qui se trouve dans les deux pavillons là, du restant du château des Princes de Conti. Bon, on va pas faire le tour, je te montre vite fait l'entrée. Et on va passer à l'endroit qui nous intéresse, bien évidemment, qui est le fameux musée de la carte à jouer. Voilà, qui ressemble à ça, qui est sur 2 étages. Donc l'étage où on est, le premier, c'est réservé exclusivement à la carte à jouer. Et l'étage en dessous, c'est l'étage des tarots. Donc voilà, je vais te faire un petit peu le tour du propriétaire comme ça. Là, ce sont les cartes de l'époque d'une époque chinoise. Je ne sais pas laquelle exactement. On fait un petit peu le tour comme ça. Je te laisse admirer. Attends, ça peut se transformer. Hein. C'est fascinant. Ça peut se transformer. Attention, c'est contagieux. Ce que je disais à Kelly ce matin, j'ai envoyé, parce que ça faisait quelques jours, on n'avait pas parlé. J'ai envoyé un message pour demander comment elle allait et tout. J'ai dit, ouais, je vais avec Virginie au musée de la carte à jouer. J'ai dit, Virginie, je crois qu'elle commence à aimer beaucoup les cartes. Elle a rigolé. Il y avait tout un pan de mur avec plein de cartes créées par des artistes divers et variés. Je te les montre. Donc il y a ce côté et l'autre côté du mur. Il y a des cartes partout. J'ai filmé un peu toutes les cartes pour que tu puisses les regarder. Comment elles sont belles. En tant que passionnée de cartes et d'art, j'ai été complètement ébahie. J'étais vraiment comme une gamine. C'était vraiment... J'ai passé un super bon moment en fait. J'ai vraiment fait les étagères là, de long en large. Si ça te saoule, tu passes, hein. Mais je sais que j'ai pas besoin de te le dire pour que tu le fasses. Voilà, donc tu vois qu'on a vraiment divers styles. Ouais, il faut une correction. Je suis d'accord. Elles sont très belles ces cartes. Tu vois, je suis moins sensible à ce genre d'art-là, même si c'est très beau, parce que c'est des jeux un petit peu plus sombres, à des jeux plus colorés,
plus festif. Voilà, tu vois, c'est plus mon truc, ça. Mais bon. Du dessin, crayon, papier, fusain, Et tu vois, c'est trop belle. à de l'art Un naïf. collectionneur, c'est chouette. Mais comme j'ai envie d'être une collectionneuse. Oui, mais en fait, tous les jeux que j'ai, en fait, j'achète pas des jeux avec lesquels je pourrais pas tirer les cartes. Logique. Oui, mais il y en a qui achètent juste pour l'art et qui les gardent, qui les collectionnent, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. T'imagines si un jour mon jeu est exposé au musée de la carte à jouer, comment ce Il y en a serait? deux, trois que je vais ramener là. Ce serait chouette, au moins qu'ils fassent partie de la collection. Mais je peux pas les laisser passer. Je vais tenter le Elles coup. sont trop belles celles-là. J'ai discuté avec une personne du musée et je vais tenter le coup au moins de mettre mon jeu dans la boutique du musée. Ça se tente. J'étais obligée. Et puis peut-être, qui sait, je rêve, mais dans, je sais pas, peut-être 15-20 ans, mes cartes seront dans ces casiers-là. Ce serait vraiment un honneur. Allez, on change d'endroit. Là maintenant, on va regarder les cartes historiques. Là, ce sont des cartes qui représentent. Ce sont les cartes qui ont été dessinées, qui représentent, comme tu peux le voir, l'histoire de Alice au pays des merveilles. Là, on a des cartes, je sais plus trop, qui représentent la Révolution, il me semble-t-il. Je pense que Patrick Valenza s'est inspiré de ces cartes-là, ça y ressemble beaucoup. Je te laisse admirer. Il y a aussi des cartes qui caricaturent les souverains, les souveraines. Il me semble que celles-ci, ce sont des caricatures. On a les premières cartes à jouer en noir et blanc, comme ça. Il y a toute une collection. Je te passe en revue. Là, c'est le tarot de Jogger, si je ne me trompe pas. Avec Junon et Jupiter à la place du pape et de la papesse. Les cartes de la Révolution française. Donc, on nous explique qu'il a été demandé aux fabricants d'effacer les couronnes, les sceptres, les globes crucifères, les fleurs de lys, les symboles reconnus de la monarchie, de la noblesse. Voilà, et qui figurent sur les cartes ordinaires, et elles sont toutes corrigées. Sympa, hein? La dame des libertés. Et du coup, on enlève aussi le pape et la papesse. Là, ce sont les tarots italiens historiques. Pardon, je parle. Donc, les tarots enluminés. Là, ce sont des panneaux qui s'animent. Mais ceux-là étaient abîmés malheureusement, donc on n'a pas pu les voir. Là, on nous explique que les cartes étaient utilisées par la monarchie pour éduquer les princes, pour leur apprendre des choses. Et donc là, ce sont les cartes des blasons.
Donc pour apprendre la géographie, l'histoire, les pays de l'Europe, les blasons, le savoir-être, le savoir-vivre, l'éducation, de manière générale, était sous forme de cartes. Donc là, on a des cartes. Je sais plus si c'était les cartes des costumes d'Europe. Voilà, il y a plein de variétés de cartes différentes. C'est les costumes. Enfin, je pense. C'est chouette ces panneaux qui coulissent là et qui laissent apparaître plein de jeux. Magnifique, il est magnifique celui-là. Celui-là m'a marqué. Donc on a énormément de diverses cartes, de l'Europe entière, hein, pas seulement de la France. Ça qui est intéressant, c'est que on a aussi des cartes comme ça où figurent les monarques des pays européens. Et là, on est sur des minkiat, des minkiaté, des minkiat. Je sais pas comment on le dit. Pardonne-moi mon accent terrible italien. Donc là, tu reconnais les fameux jeux italiens, les minchiate. Je crois qu'on dit comme ça. Quelle horreur. Elles sont magnifiques ces cartes. Je te laisse admirer. Alors le minchiate franceschi, le minchiate français. Là, ce sont les... tu sais que dans le minchiat, il y a l'astro, il y a les signes astrologiques. Le tarot de Besançon. Magnifique ce tarot. Je ne l'ai pas encore dans ma collection. Mais je reviendrai au musée pour m'acheter les reproductions de Yves Reynaud qu'il y a dans la boutique du musée. Donc c'est un tarot de Besançon, sa spécificité, je trouve qu'il est très ornementé. Et nous avons pas le pape et la papesse, mais nous avons Junon et Jupiter. Bien sûr, c'est un tarot après Révolution française, pardon, puisqu'il n'y a pas le pape et la papesse. Je me rappelle plus trop de la date, 1800 et quelques. Et nous avons le capucin à la place de l'ermite. Et donc là, il y a plein de planches avec... chaque planche a un jeu différent et tu appuies sur un bouton et tu as la planche qui émerge comme ça, qui sort de sa coquille, qui sort de son antre. Et tu peux admirer tous les jeux de cartes. C'est super intéressant puisque tu peux les comparer les uns aux autres. Celui-là, il y a plein d'ornements encore, j'adore. Regarde le diable, il est spécial. Et là, il me semble que c'est un tarot des Marseilles italiens. Je sais plus, je suis désolée, hein, j'ai pas les refs. Mais bon, ça se laisse regarder, ça se laisse admirer quand même. Je disais, regarde le dos de la carte, il est trop beau.
Celui-là est un peu plus graphique. C'est inspirant de fou. Et tu vois, on a la carte qui se reflète. Endroit en vert. Comment il s'appelle Il est trop beau celui-là. Je connaissais pas du tout ça. On passe à une autre partie de la collection où il y a des jeux plutôt de notre époque ou pas, hein, qui sont très connus. Tu le connais celui-là. C'est le fameux tarot de James Bond. On a le tarot de Pinocchio. Un très beau tarot que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert là. On a le tarot de Dali qui est très connu aussi. Et d'ailleurs, il s'est dessiné sur une des cartes. Marie-Antoinette. Tarot brésilien que je ne connaissais pas du tout. Qui est très figuratif. Un autre tarot photo fait par un artiste apparemment qui a photographié des endroits de la ville d'Issy-les-Moulineaux et je trouve qu'il est très très bien fait. Les photos se prêtent bien à l'interprétation des cartes. On a les 22 arcanes majeures et quelques arcanes supplémentaires de sa propre création. Je le trouve très très beau, très très parlant. Le fameux Grand Lenormand que tout le monde connaît. Désolée pour les reflets sur la vitre. Le tarot de Lisdine, le tarot des amoureux. Et le Stella Tarot que tout le monde connaît. Que je me suis tâtée longtemps à la voir. Ou pas, mais... Et le jeu de loi, je ne savais pas que le jeu de loi était un jeu ésotérique. Avec les labyrinthes, la prison. Mais Pico Falso. Et là, on a ce fameux livre de Eliphas Lévy qu'a utilisé Marco Benedetti pour faire sa reproduction du tarot personnel d'Eliphas Lévy. Et les cartes créées par Eliphas Lévy, les originales. Franchement, ça fait un plaisir de les voir en vrai. C'est limite... moi, j'en ai eu quasi la chair de poule. Vraiment... c'est comme si c'était très solennel comme moment. Ensuite, on a le fameux tarot de Oswald Wirth. Les 22 arcanes majeures. Bien sûr, le Rider-Waite-Smith de Pamela Colman-Smith et Arthur Edward Waite. Et le tarot de Thoth de, comme tu le sais, j'en perds les mots, de Aleister Crowley et Lady Frida Harris. Et là, on arrive à la fin de ma batterie et la fin de cette exposition et quelques cartes de pays orientaux. Et là, c'est le trésor du musée, une enluminure originale du tarot de Visconti Sforza, la carte du chariot. Et voilà, on s'en va. Bien sûr, j'ai fait quelques emplettes. J'ai fait une emplette dans le musée. J'ai acheté un tarot que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Et en discutant avec le personnel, je leur ai demandé pourquoi j'avais pas vu le Eteia ou le Noblet ou le Dodal ou d'autres classiques comme ça. Ils m'ont dit qu'il n'y avait que 2% de la collection qui est exposée et que la collection tourne régulièrement. Donc ce sera l'occasion de revenir au musée de la carte à jouer pour voir ces autres collections et aussi pour montrer peut-être mon tarot au directeur du musée
qui pourra être présent en boutique. Je l'espère. Ce serait vraiment un honneur pour moi, comme je te l'ai dit. Et j'espère que cette visite, pardon, en notre compagnie t'aura plu. Je te dis à la prochaine, j'essaierai de filmer mes autres visites de musées à Paris et région parisienne. Et écoute, on en parle en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour la présentation de ce fameux tarot. Et bon week-end, bye!